Jérôme David, fondateur de Zen-T, c'est comme ça qu'on dit, partenaire donc, du Centre des Monuments Nationaux. Florian Guillanton, qui est cofondateur de Contrôle S. C'est Olivier Lambert qui va modérer cette table ronde. Olivier est membre du réseau PXN et auteur, réalisateur, producteur chez Lumento. Cher Olivier, c'est à vous, je vous passe mon micro. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour discuter des technologies immersives et de la responsabilité environnementale. Donc je m'appelle Olivier Lambert. Je suis producteur et fondateur de Lumento. Lumento fait partie de PXN, qui est une association créée en 2015 qui regroupe... il vous faut un casque. Donc PXN est une association qui a été créée en 2015 qui regroupe 75 producteurs indépendants, des producteurs qui sont notamment des producteurs d'expériences immersives et qui explorent l'ensemble des genres de la création numérique. Et la question de l'éco-responsabilité dans les productions immersives est évidemment au cœur de nos préoccupations. Nous avons notamment à travers PXN fait, et en ce moment nous développons 2 propositions. Une première qui est de sensibiliser l'ensemble de la filière immersive à la question de l'empreinte énergétique de ces productions. Et le deuxième chantier sur lequel nous avançons avec PXN, c'est une étude sur l'impact environnemental des œuvres immersives à partir d'études de cas précises. Et donc c'est pour moi un plaisir d'animer cette table ronde avec nos 4 invités ce soir qui vont tous nous faire part de leurs diverses expériences sur ce sujet. Je vais commencer avec une première question pour vous, Florian, de Contrôle S. Est-ce qu'au fond ça existe ou ça peut exister une technologie immersive responsable d'un point de vue environnemental? On commence avec les questions faciles. Exactement. Alors, tout dépend de ce qu'on considère comme étant responsable. Et tout dépend aussi de selon quelle modalité est-ce qu'on définit quelque chose qui est responsable ou pas. Est-ce que c'est un choix collectif? Est-ce que c'est le choix que de quelques entités ou de quelques entreprises, par exemple? Est-ce que c'est uniquement un choix qui est fait à l'échelle législative et aucune autre? Donc voilà, pour moi, une technologie immersive peut être responsable ou ne pas l'être du tout en fonction de la définition qu'on fait de responsable. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui n'existe pas que pour les technologies immersives. Cette question de responsabilité, elle est parfois critiquée à juste titre parce que en fait, elle est trop permissive et trop large, et que donc derrière, comme avec plein de notions dans les sujets de transformation écologique, on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc pour moi, tout dépend du cadre qu'on dénomme responsable. Andia, vous êtes productrice. Moi, je suis curieux de savoir comment vous avez décidé en fait de créer des productions responsables autant que possible. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce pas, à aller vers ces productions plus responsables? Alors, on a effectivement produit un projet dont je suis aussi autrice-réalisatrice qui s'appelle Okawari, qui était présenté à la Biennale de Venise en août-septembre 2022, qui a été aussi à l'ITFA à Amsterdam et dans un festival à Toulouse. L'objectif, c'était moins d'être éco-responsable que de sensibiliser le secteur à la question des impacts environnementaux qui sont associés à la production, à la fabrication et aussi à la diffusion des œuvres immersives aujourd'hui. Donc, en très très résumé, l'œuvre, c'est une expérience en réalité virtuelle qui utilise le Quest, qui est un casque VR mobile, qui est multijoueur, on joue à 4. Et en fait, pour ça, on a upcyclé une expérience qui avait déjà été sélectionnée à la Biennale de Venise en 2018. Donc, on a réutilisé les assets 3D, la musique, la direction artistique pour créer une œuvre dont le message et le récit étaient très très différents, qui était vraiment sur le sujet de la consommation, surconsommation alimentaire, mais aussi digitale, et qui s'ouvrait un petit peu sur un choix de société après un collapse, un petit effondrement dans l'expérience qui était le fait en fait des actions des utilisateurs. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'œuvre, même si voilà, et puis elle sera présentée à Paris probablement prochainement.
Mais en fait, il y avait une face visible qui était cette expérience en réalité virtuelle, et puis il y avait une face cachée dans l'œuvre qui était que tous les éléments de décor de la scénographie étaient retournés à la fin de l'expérience et montrés au-delà du casque VR, qui est la partie très visible en fait de ce type d'œuvre. Toutes les infrastructures très matérielles qui entraient en jeu avec les câbles sous-marins, avec les satellites, avec les data centers, les box, etc. Et ensuite, montrer sur d'autres panneaux comment ces différents équipements étaient fabriqués, de quelles matières premières on a besoin, notamment minières et puis en eau, en énergie, comment celles-ci sont extraites de l'environnement, quel coût environnemental aussi et humain à ce moment-là. Ensuite, ça me donnait une idée un petit peu aussi du sac à dos écologique, donc la quantité de matières premières qu'il faut pour fabriquer cet équipement. Et ensuite, on montrait l'obsolescence extrêmement rapide des technologies immersives et des casques notamment, avec tous ceux qui ont été mis sur le marché, qui aujourd'hui sont pour la très grande majorité obsolètes et qui sont remplacés parce qu'il y a une évolution très rapide liée aux innovations successives. C'est une technologie émergente dans laquelle les investissements sont considérables. Donc on voyait tous ces casques, voilà. Après les limites au recyclage, c'est-à-dire le très faible taux de recyclage de ces casques, qu'est-ce qui se passe avec ce qui n'est pas recyclé ensuite, la problématique qui est qu'on imagine qu'il va y avoir une croissance quasiment exponentielle jusqu'en 2026 et après dans le secteur réalité virtuelle augmentée et mixte. Mais en même temps, cet usage dépend de matières premières qui ont une courbe qui a une forme très différente et passe en fait le pic d'extraction des différentes matières à des horizons plus ou moins proches. Et voilà. Et au-delà de ça, on avait aussi évidemment le bilan carbone de l'œuvre qui était la partie la plus facile à mesurer. On a un projet de recherche qui vise à mesurer le reste, consommation de métaux notamment. Et il y avait un compteur carbone sur l'installation qui évoluait aussi au fur et à mesure que les gens venaient voir l'expérience. Donc à la Biennale de Venise, la délégation taïwanaise, des gens qui venaient d'Amérique du Nord, etc., qui venaient de très loin. Ce qui fait qu'à la fin, on arrivait à 50 tonnes de CO2 équivalent émis pour la production et la présentation à Venise de l'expérience. Les 3/4, c'était la présentation à Venise. Et donc, on posait la question aussi, est-ce que notre œuvre vaut 50 tonnes de CO2 équivalent, c'est-à-dire 5 Français avec les émissions moyennes qu'on a en France, qui sont de 10 tonnes par an, au lieu des 2 auxquelles il faudrait arriver pour la neutralité carbone. Donc, ça posait ces questions aussi morales, en fait, un petit peu, et de à quoi on contribue quand on se lève le matin et qu'on fait ce travail. Merci Landia. Patrick Bergeau au Centre des Monuments Nationaux. Vous avez mis en place un groupe de travail dès 2019 sur ces sujets. Comment vous êtes emparé de cette question ? Alors donc par là... déjà le Centre des Monuments Nationaux, ce qu'il faut savoir, alors aujourd'hui là on parle plutôt de sobriété numérique, mais puisque le sujet social et responsabilité environnementale, le Centre des Monuments Nationaux c'est 100 monuments, mais c'est aussi plus de 4000 hectares de parcs, de jardins, donc ça a commencé évidemment par beaucoup d'actions de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a eu d'abord un groupe de travail pour identifier toutes les actions, parce qu'on a une structure très décentralisée qui avait été faite. Après, on a continué effectivement, puisque au sein de la mission auquel j'appartiens, on est plus en charge des aspects numériques, par une participation au lab numérique des augures. Et la raison pour laquelle je suis ici avec Jean-David, c'est qu'on s'est posé la question de mesurer, effectivement, puisque les technologies immersives ont un intérêt en termes de diffusion pour répondre à beaucoup des enjeux des institutions culturelles. Ouais, ont beaucoup d'intérêt. C'est vrai que ça vaut la question de se poser, de se dire, est-ce que, comme vous venez de le dire, est-ce que ça vaut le coup ? Alors par contre, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément en mesure de savoir, effectivement, de mesurer ce que ça coûtait, quelle était l'empreinte environnementale. C'est pour ça que dans le cadre de notre projet CMN numérique, on a lancé un partenariat avec Zent qui va vous parler de son data center, qui est un data center à hydrogène vert. Et l'idée, ça va être de voir déjà ce que ça représente quand on a des expériences immersives, des logiciels, parce qu'à la base, c'est des logiciels. Qu'est-ce que ça veut dire de les porter sur un data center vert ? Parce que quand on se rend compte, il suffit de faire un tour sur le salon. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le cloud. Sur le cloud, ça veut dire qu'on ne sait pas où c'est. Et si on ne sait pas où c'est, ça veut dire qu'on ne peut pas le mesurer. Alors la question, c'est, il y a des alternatives, mais les alternatives, ça veut dire qu'il y a des choix, il y a des compromis qu'on va faire en termes de fonctionnalité, en termes de diffusion. Par exemple, pour parler des casques de réalité virtuelle, ce qui consomme beaucoup, c'est
le débit entre le casque et l'expérience. Suivant ce qu'on choisit, suivant le protocole qu'on choisit, ça consomme plus ou moins, mais ça ne va pas être la même diffusion. Alors nous, on tient beaucoup à avoir une diffusion au plus grand nombre en tant qu'institution culturelle, et le protocole qui permet la plus grande diffusion, c'est celui qui probablement est le plus coûteux d'un point de vue environnemental. Donc dans le but d'être plus éclairé pour pouvoir faire ces choix, pour pouvoir faire ces comparaisons, ces analyses de cycle de vie, c'est pour ça qu'on va travailler avec donc avec Jérôme de ZenT pour voir ce que ça coûte de transférer, ce que ça veut dire, de pouvoir estimer après et mesurer et après pouvoir comparer les différentes technologies, les différentes expériences qu'on va mettre par rapport aussi à leurs bénéfices d'un autre côté. Parce qu'effectivement, après un bon moment, il y a une histoire de compromis. Et justement, Jérôme David, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on répond à cette demande du CMN et concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place? En bas, ouais. Dans le cadre de ce qu'on fait, donc on propose des hébergements qui sont alimentés par des sources locales ENR. On a installé notamment sur un data center pilote à Avignon qui est alimenté et qui est capable d'alimenter des serveurs en 100% ENR 365 jours 24/24, d'où l'appoint en hydrogène qu'on fabrique sur site pour lesquels on alimente les serveurs. Donc ça, c'est un concept qu'on a développé depuis 2017. Et avec ça, on va le coupler avec un modèle de cycle de vie, donc d'analyse basée sur de l'ACV. Donc l'ACV, c'est analyse de cycle de vie. Donc on va partir sur des publications scientifiques, sur des facteurs d'impact qui vont permettre d'avoir, comme le disait très bien Nandia, d'avoir une approche multicritère, parce que le carbone, c'est pas le seul critère environnemental à prendre en compte, de manière à pouvoir publier par rapport aux serveurs qu'on va avoir besoin pour faire tourner une application immersive. Donc on va travailler avec 2 ou 3 plateformes d'immersive qui vont permettre de mesurer réellement les indicateurs en temps réel, parce qu'on est capable de coupler la partie production et la partie consommation avec des indicateurs directs remontés par les services numériques. Donc c'est ce qu'on va mettre en place avec le CMN. Cette démarche-là, donc ça c'est la première étape, je dirais, c'est connaître. Après, la deuxième étape, c'est identifier des leviers, des hotspots. Est-ce que c'est le casque de VR qui est le hotspot à diminuer rapidement pour que demain matin, on ne se retrouve pas à avoir détruit je ne sais pas combien de montagnes pour sortir du lithium, par exemple, ou ce genre de métaux rares. Voilà, d'identifier ces hotspots pour que derrière, une structure comme le CMN, qui a un impact assez sans musée, donc qui a un effet de levier relativement important, on puisse réduire, avec ces leviers qui seront identifiés avec ces mesures, pouvoir réduire et identifier des leviers d'éco-design pour cibler des actions éco-design. Et ça, c'est des démarches qu'on ne fait pas du jour au lendemain. Donc là, on parlait de 2 ans, mais ça, on améliore année par année avec hotspot par hotspot. Il faut savoir aussi que la CV, c'est une science qui se développe aussi. Donc l'évolution scientifique fait que tous les ans, on republie des nouveaux facteurs d'émission. Les mix évoluent. La situation de janvier 2022, c'est pas la situation actuelle qu'on a aujourd'hui. Quand vous reprenez des sites qui vous donnent les mesures d'empreinte carbone sur le mix, vous verrez tout de suite que entre ce qu'on a annoncé, les 50 grammes de CO2 et la réalité de cette année, on est plutôt autour de 100 grammes de CO2 sur le mix. Et donc c'est ces éléments-là qu'on doit pouvoir appréhender dans un système qui va être de plus en plus temps réel. On va partir d'études qui vont partir sur des mesures, des bases de données qui sont réévaluées tous les 5 ans à peu près aujourd'hui. Il faut aller vers des bases qui permettent d'être évaluées beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus reliées à la réalité des systèmes. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire chez Zen. Florian Guillanton, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre approche chez Control-S quand un nouveau projet arrive, vous vous posez aussi ce genre de questions. Je crois qu'il y a un vrai enjeu pour vous de penser à toutes les réductions possibles d'impact sur l'environnement.
Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très complémentaire avec ce que Jérôme expliquait à l'instant sur les questions d'ACV, de mise à jour aussi des indicateurs qu'on utilise qui peuvent évoluer beaucoup en fonction de quand on se trouve et de où on se trouve aussi. Pour nous, la question, donc, étant un studio de design, c'est aussi beaucoup le pourquoi est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on est en train de créer un usage qui n'existait pas avant et qui va potentiellement superposer à des précédents, puisque c'est plutôt souvent ce qu'on observe. Cet usage-là, si effectivement on le crée, comment est-ce qu'on anticipe les potentiels impacts qu'il va avoir. Donc évidemment, il y a la question du carbone, mais pas que. Nous tiennent aussi beaucoup à cœur les questions de modèles sociaux engendrés par les services et les produits numériques qu'on propose. Pour prendre un petit exemple, si on parle de l'expérience utilisateur de livreurs de courses, de Uber par exemple, de Uber Eats ou d'applis équivalentes qui nous permettent de se faire livrer les courses chez soi. En termes de UX, c'est super. Moi, c'est génial. Je peux rester chez moi tranquille au chaud et recevoir mes courses. En termes de modèle social que ça crée et que ça renforce et de problématiques que ça génère ensuite, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, si on prend ça dans l'équation, donc effectivement avec des évaluations multicritères, pour nous, il y a ceux-là qui sont importants aussi, et sur lesquels on a vraiment une responsabilité en tant que concepteur de service. Du coup, ça change complètement les solutions qui vont être favorisées à l'aune de tous ces aspects-là, en plus de l'aspect économique qui peut évidemment pas être mis de côté. Et je pense que, pour compléter aussi ce que se disait Jérôme, il y a aussi la question de avec quelles contraintes on joue en tant que concepteur, puisque ces systèmes alternatifs qui ne fonctionnent pas exactement sur la même échelle de data center, sur le même approvisionnement possible en permanence, même si donc, il y a cette logique de système hydrogène pour pallier à l'intermittence des ENR. Ça implique quand même qu'on a potentiellement choisi des protocoles qui sont moins émetteurs et que donc on peut faire moins de choses. Et comment est-ce qu'on, malgré ça, comment est-ce qu'on propose des expériences qui sont les plus bénéfiques possibles, puisque voilà, il y a aussi cette question-là qui revient tout le temps quand on crée des services. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui laisse une impression et un souvenir intéressant, d'autant plus pour le secteur culturel et aussi le secteur du divertissement. Landia, égal. Vous parliez de l'expérience à Venise, justement, quelle a été la réception et est-ce que d'un point de vue sensibilisation, disons, alors vous êtes autrice et productrice, mais où se place la sensibilisation, vers quels acteurs vous pointez cet enjeu ? Là, dans le cas de Okawari à Venise, la cible, et c'est pour ça qu'on voulait être à Venise, c'était les créateurs d'expériences immersives, les décideurs publics, les fabricants de terminaux. Donc il y avait effectivement à la fois des gens de Meta, des gens du gouvernement, du CNC, et puis pas mal de créateurs de contenu, programmeurs de festivals. Donc en fait c'était vraiment une façon de sensibiliser nos pairs à la question évidemment de l'ensemble des impacts environnementaux associés à leur travail. Nous c'était une préoccupation qui depuis quelques années, est-ce que quand je me lève le matin et je crée des contenus en réalité virtuelle, je fais plus de bien que de mal au final parce que je promeus le développement de nouveaux usages, potentiellement des gens vont trouver ça chouette et vont acheter un casque et si on réfléchit en termes de scalabilité aussi à plus grande échelle, qu'est-ce que ça implique dans le contexte actuel dans lequel les ressources se raréfient, deviennent de plus en plus chères, ont des impacts environnementaux qui sont associés à leur extraction, etc. Et en fait, ça a été une démarche avant tout qui était personnelle. Moi, j'ai mis en pause tous mes projets pendant 1 an pour me former à la méthode bilan carbone avec l'Institut français du carbone, en devenant animatrice des fresques du climat, des fresques du numérique, en lisant beaucoup de rapports, en me faisant un réseau complètement différent. Donc il y a eu quand même un gros travail déjà d'auto-formation qui était préalable pour pouvoir faire tous ces liens en fait, que j'avais ensuite envie de partager. Et le meilleur moyen de pouvoir m'adresser directement aux gens qui faisaient mon métier, c'était de faire une œuvre en réalité virtuelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Après, on s'est retrouvé avec cette œuvre-là, en fait, confronté à notre incapacité à mesurer les impacts en question de façon précise. Donc pour le carbone, qui est encore ce qu'on sait le mieux mesurer, c'était déjà pas simple. Et puis ça l'est toujours pas en fait, parce que les facteurs d'émission, par exemple, facteur d'émission associé au transport, c'est le nombre de kilomètres qu'on va faire en voiture multiplié par du coup les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à 1 litre d'essence ou à tant de kilomètres parcourus. Donc du coup, les facteurs d'émission, souvent il faut aussi les questionner, c'est-à-dire comment ils ont été
calculé, sur la base de quelles hypothèses, quel périmètre ils prennent en compte, est-ce que ces hypothèses ont fait l'objet un peu d'une revue critique, est-ce qu'on est d'accord avec ça. Souvent on a des différences énormes en fait entre des facteurs d'émission qui peuvent être donnés par deux organismes. Ou alors dans deux pays différents parce que les mix énergétiques sont pas les mêmes, etc. Donc en fait c'est vraiment pas simple, et en plus il y a tous les autres critères, il y en a 11 en plus du bilan carbone en tout cas qui ont été recensés par l'ADEME, voilà. Donc en fait c'est compliqué déjà d'évaluer notre impact si on n'a pas les outils pour le faire, et si la recherche a pas suffisamment aussi progressé dans ce domaine. Donc en fait l'œuvre ça a été pour nous le point de départ d'un projet de recherche qui est financé par le PIA4 qui s'appelle CEPIR, c'est l'acronyme de cas d'études pour un immersif responsable, donc qui vise justement à faire des ACV multicritères plus poussés en fait, qui concernent vraiment ces technologies immersives que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. On se concentre vraiment sur le périmètre XR, donc c'est réalité étendue, Extended Realities. On s'occupe pas vraiment de la question du métaverse, du Web 3, etc., qui sont d'autres sujets. Mais voilà, rien que sur ça, en fait, on commence à avoir, on a plusieurs partenaires de consortium et puis on a des partenariats avec plusieurs centres de recherche et différents organismes en fait qui ont développé une expertise par rapport à ça, et on a un calendrier qui s'étend sur toute l'année 2023, et l'objectif entre autres, au-delà il y a évidemment un gros travail de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, mais il y a aussi le fait d'arriver avec un outil de calcul dont les hypothèses retenues, les facteurs d'émission, etc. Qu'on puisse communiquer dessus de façon assez précise et transparente, et que ce soit mis en ligne et à disposition en tout cas des acteurs de ce secteur pour voilà. Ça répond pas à la question du si, mais ça répond à la question en tout cas de comment déjà à minima évaluer son impact. Merci. Patrick Bergeau, je vous voyais opiner du chef. Je voulais aussi vous poser la question de la sensibilisation en interne au sein du Centre des Monuments Nationaux. Comment est accueilli votre projet, enfin la mission que vous suivez? Est-ce que toutes les personnes, les collaborateurs sont informés et acceptent et se réjouissent? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça? Ce projet avec Zent est fait dans le cadre aussi d'un projet PIA4. Voilà. Et donc on travaille avec deux autres partenaires. Donc l'un qui est Garou, qui développe un univers 3D temps réel persistant, que d'autres appellent un métavers, voilà. Et l'autre qui est présent d'ailleurs ici, MyTourLive, qui développe une plateforme de streaming vidéo. Donc deux technologies qui peuvent être assez consommatrices. Donc quand on leur a proposé, j'avoue qu'ils ont tout de suite dit oui, en disant que c'était intéressant de voir effectivement avec vraiment ces deux aspects, parce qu'il y a l'aspect souligné par Landia de mesurer, mais nous avant, puisque ce sont des plateformes qui existent, alors il y a des nouveaux développements où il y a déjà une réflexion, enfin déjà a été intégrée dans l'architecture de, par exemple, de plein de choses comme par exemple l'univers persistant en fait n'est pas persistant, c'est-à-dire dès que vous déconnectez on arrête tout pour éviter de consommer inutilement par exemple. Alors effectivement ça veut dire qu'il faut accepter à la mise en route un petit temps, 5 secondes, mais on considère et on va faire des tests, on pense que vis-à-vis des utilisateurs franchement par rapport au gain ça fera pas de différence. Voilà. Donc ils ont tout de suite accepté, mais effectivement comme je le disais tout à l'heure, la première chose avant de pouvoir mesurer, ce qui est pour nous très important, hein, c'est le cœur comme vous le disiez, hein, va falloir déjà voir si ces plateformes on peut les porter, puisque comme je disais, hein, promenez-vous sur le salon, tout le monde est sur le cloud. Enfin, Jérôme a fait l'exercice et a demandé, il y en a 3/4, ils sont sur Amazon, c'est-à-dire en gros ils savent pas où c'est. Alors il y a des alternatives qui n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités, c'est ce que je disais. Ça va être ça qui va être très intéressant à voir, à documenter, dire quel choix il faut faire. Est-ce que ça vaut le coup finalement? C'est ce qui a été dit tout à l'heure, hein, sachant qu'il y a il y a des considérations qui rejoignent celles de diffusion. Par exemple, quelque chose qui est extrêmement consommateur, c'est la bande passante. On voit qu'il y a toujours une course à la bande passante
Et nous, comme on souhaite diffuser le plus largement possible, par exemple, on a beaucoup pendant les 2 ans précédents fait des expériences de visite à distance dans des écoles. Une école, vous n'avez pas un ordinateur de course, vous avez une vieille bécane qui est très vieille, ce qui est super d'un point de vue responsabilité environnementale. Vous avez un débit qui est pourri, donc forcément, vous devez favoriser des technologies peu consommatrices. Et ça, c'est super. Mais là aussi, ça veut dire une sensibilisation des acteurs pour dire, oui, certes, c'est plus confortable de dire j'ai un super débit, je peux faire 10 mégas, mais ça consomme beaucoup. Et 2, au niveau diffusion, parce que nous, c'est aussi quelque chose qu'on refuse dans les expériences qu'on fait, de dire on va faire quelque chose qui est accessible qu'à des gens qui ont des casques, parce qu'il faut acheter des casques. Tout le monde n'a pas des casques, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des casques. Donc, toutes les expériences dans ce cadre de projet qu'on va développer, c'est du multi-support, c'est-à-dire avec casque VR, smartphone et PC pour justement pas forcer à des achats. Mais on va voir effectivement ce que ça implique. C'est la grande question, c'est tout le but de l'expérimentation. Même sujet, Jérôme David, sur la sensibilisation. Vous êtes du côté, finalement, vous avez des clients qui viennent avec une demande. Est-ce qu'on n'a pas un risque de greenwashing d'une certaine façon, avec des demandes farfelues, plus ou moins, pour, s'il vous plaît, aidez-moi à être soudainement, du jour au lendemain, vert? Et comment on réagit face à ça? Je pense que le greenwashing dans ce domaine-là, il est répandu et des fois, on ne le fait pas de manière volontaire. C'est peut-être par méconnaissance ou par des raccourcis. Donc, on va vite dedans. Il faut rester assez modeste par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, aux connaissances qu'on a. Et surtout, avoir la volonté de s'améliorer et corriger. Accepter qu'on puisse se tromper et corriger. C'est vraiment un travail qui nécessite... par exemple, vous prenez les bases qui permettent de faire des calculs d'écotoxicité. Aujourd'hui, elles sont des degrés d'incertitude assez importants. Donc, il faut avoir la capacité à analyser ces données-là pour dire, effectivement, c'est une science qui va s'améliorer. L'ACV, c'est une science qui s'améliore. Le carbone, c'est quand même relativement bien maîtrisé aujourd'hui. Mais les autres impacts, on a des degrés d'incertitude en fonction des types d'impacts qu'on va générer par l'usage d'un service. Donc il faut rester humble. Et le côté greenwashing, le plus gênant, c'est une fois qu'on a connaissance d'une erreur ou de s'être trompé et qu'on doit corriger quelque chose, c'est de pas le faire, parce que par dogmatisme. Et c'est là, pour moi, le plus grand danger qu'on peut avoir, c'est qu'il ne faut pas être dogmatique et il faut remettre ce travail-là en permanence, reconsidérer cette base scientifique, s'appuyer sur les travaux de la communauté scientifique. Donc dans les outils de calcul, par exemple, on va faire appel à des bases de données et des sources de données, donc il faut être vigilant. Quand est-ce que les facteurs d'émission... Bref, c'est cette maintenance-là qu'il faut mettre et réussir à de plus en plus mettre de la mesure sur des données réelles. Donc on peut profiter justement d'avancées du numérique, donc ça a des bénéfices aussi, pour pouvoir intégrer ça de plus en plus dans les systèmes, pour que demain, plutôt que de prendre des facteurs d'émission qui ont été calculés sur des hypothèses 2012, pour des mix, on utilise la réalité du mix de 2022. Là, c'est 2 fois plus d'émissions, donc direct. Donc quelqu'un qui achète un véhicule électrique aujourd'hui, s'il a roulé cette année, il est proche d'un... Il n'a pas le résultat qu'il aurait souhaité avoir. Donc il faut être capable de faire ça. Et donc c'est ce qu'on va mettre en place petit à petit, application par application. Et les demandes, on les analyse toujours de la même manière. Je dirais, ça c'est méthodologique. C'est l'ACV qui définit cette méthodologie et qui donne des garanties, donc de revues critiques, des sources de données. Donc alors là, un des enjeux aussi importants, c'est que quand on parle d'ACV aujourd'hui, on parle de projets qui prennent des mois et des mois, voire des années à sortir. Je parle de cet exemple-là. Un exemple, une application, c'est 1 an d'études. Il faut pouvoir faire un scale-up de tout ça. C'est-à-dire pouvoir dire, demain, il faut massifier tout ça. Il faut passer du côté artisanal à quelque chose d'industriel ACV, là, pour le coup, pour qu'on puisse sortir des choses et que tout le monde puisse s'approprier ces éléments et ces indicateurs parce que ça concerne tout le monde. Florian Guillanton, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette nécessaire itération qui est un peu un des fondamentaux du design, de la pensée en tout cas design. On avance, on rate,
qu'on apprend. Vous, est-ce que vous avez des exemples comme ça de discussions sur des projets sur lesquels vous avez réussi à manœuvrer, à faire changer un petit peu la vision de la demande initiale du client? Alors oui, on a, bon, je ne citerai pas, mais un grand acteur qui vend des imprimantes, qui typiquement venait nous voir. Donc on venait de se créer en plus il y a 2 ans. Donc il y a aussi, je pense qu'on n'a pas trop parlé jusque-là, mais pour nous en tant que studio de design et de conseil, notre positionnement à nous, les projets qu'on choisit de refuser ou d'accepter, et ça a des implications derrière sur évidemment notre niveau de vie, sur nos choix, sur nos possibilités, sur la manière dont on communique dessus, et c'est directement lié, quoi. Et donc on avait cet acteur-là qu'on a quand même choisi d'accompagner, qui venait nous voir en disant on fait une désimprimante, donc c'est une machine dans laquelle on met du papier imprimé, ça ressort du papier vierge, c'est du recyclage, donc c'est super. Et typiquement, on leur a posé la question de est-ce que vous avez fait un ACV de ce truc-là, parce que c'est un machin qui pèse 1,7 tonne, qui fait la taille d'un kangou. A priori, ça sort pas du chapeau. Et donc, alors étonnamment, c'est des choses qu'ils avaient déjà faites avant pour d'autres produits, alors très problématiques, s'entend sur les imprimantes et les questions de que ce soit jet d'encre ou laser, il y a d'énormes problématiques d'encouragement à la surconsommation là-dedans. Donc ça, nous on a été très très clair aussi dès le début en disant on est au courant de ça. Donc doucement sur les discours de greenwashing, on ne sera pas dupe. Mais derrière ça, ils ne l'avaient pas prévu parce qu'ils voulaient en faire un projet manifeste pour dire voilà, on s'engage vers du plus vert avec une logique très technosolutionniste là du coup, puisque c'est un acteur industriel et eux c'est ce aussi en quoi ils croient et ce qu'ils savent faire. Donc l'idée n'a pas été de les dégager du revers d'une main dès le début, mais typiquement la question de la CV s'était pas posée pour ça parce qu'ils considéraient que c'était un projet expérimental et que donc ils avaient le droit de se tromper. Donc je pense que là-dessus, il y a quand même un enjeu de se dire, ok, même si on accepte évidemment qu'on a le droit de se tromper, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte la question de la mesure dès le début. Donc nous, on leur a fait un ACV, alors évidemment avec les données qu'on avait à l'époque, donc qui ont évolué jusqu'ici. Donc c'était comparer des filières de papier recyclé versus papier neuf. C'était, ça voulait dire essayer de comprendre de quoi la machine est faite, combien dans ces 1,7 tonne, c'est quoi la proportion de matériel informatique ou électronique, parce que ça a des facteurs d'émission qui sont différents dessus de l'aluminium ou dessus du plastique. Enfin bref, il y a tout ce détail-là. C'est des gros Excel, pas très fun, mais c'est important de le faire. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on était là, ok, en estimant qu'il y aurait tant d'usage de votre machine, si ça remplace tant de papier recyclé ou imprimé. Alors à l'époque, le papier recyclé émettait plus de CO2 que le papier neuf, mais avait évidemment pas le même impact sur les forêts. Donc en plus là, il y a faut choisir entre 2 indicateurs, c'est pas facile. Et on leur a dit ça pourrait être amorti, mais est-ce que on n'était même pas sûr qu'il y ait vraiment intérêt à installer ce truc-là qui implique derrière de l'entretien, à nouveau de la dépense énergétique. Enfin voilà, on met une nouvelle chose au monde qui va à nouveau consommer du matériel, de l'énergie. Ça c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à le faire? Est-ce que vous avez vraiment intérêt à le faire, en sachant que vous pouvez vous prendre un retour de bâton aussi en termes de communication derrière. Ça c'est un truc aussi, on fait très attention en disant les incohérences du projet sont là et là. Ça c'est risqué, ou en tout cas n'allez pas communiquer là-dessus en disant que c'est bien, parce que soit on ne sait pas, on est incapable de le mesurer, soit c'est une pente trop glissante et en fait ça peut les critères d'aspect vertueux, ça pareil c'est très flou en fait comme notion, peuvent changer d'ici 1 an, et donc il vaut mieux pas faire les malins sur telle ou telle notion vis-à-vis du service ou du produit, parce que potentiellement ça aura changé, et puis il y a telle ou telle recherche scientifique d'ici 6 mois ou 1 an qui aura montré que sur cet aspect-là, en fait, on avait mal estimé le facteur d'émission, on avait mal estimé la dangerosité de tel process. Donc voilà, en plus, il y a toutes ces inconnus qu'il faut essayer d'anticiper. Ça se construit aussi, je pense, avec l'expérience. Et juste pour finir, moi, venant d'un milieu créatif et du coup d'études de design, se pose aussi toujours la question de comment est-ce qu'on mêle un enjeu qui est très comptable et très technique, de mesures, d'ACV, etc., avec une démarche créative. On a l'impression que c'est un truc qui est complètement frontal, qui ne va pas du tout ensemble. Moi je sais que de discussions que j'ai eues avec quelques amis designers ou développeurs ou concepteurs, plutôt pas trop développeurs, ils ont un peu l'impression que c'est quelque chose qui vient complètement les borner et les limiter. Et donc pour moi, dans la logique de passer à l'échelle justement cette idée d'ACV, il y a aussi une question de comment est-ce qu'on intériorise ce qui, dès le départ, on le sait, va être a priori une mauvaise idée d'un point de vue environnemental ou social. Et donc on peut, sans avoir besoin tout de suite de tout mesurer, se dire ça c'est plutôt une option qu'il ne faut pas aller explorer. Parce qu'elle va amener trop de problèmes, et si on mesure, ça sera confirmé, ce qui veut dire qu'on peut se tromper aussi. Mais voilà, je pense que d'un point de vue de démarche créative aussi, de création de nouvelles choses, il y a quand même ce sujet on ne va pas pouvoir faire des ACV de tout ce qu'on fait tout le temps. Il faudrait idéalement, mais en fait ça impliquerait aussi
énormément de capteurs, énormément de bases de données qui permettent de le faire. Est-ce qu'il faut aller jusque là ou pas, ça je ne sais pas, on n'a pas l'idée n'est pas arrêtée. Mais voilà, pour moi il y a aussi cette grosse question pour les métiers créatifs qui implique d'avoir une démarche créative comme ça. Comment est-ce qu'on arrive à intérioriser, on ne pourra pas intérioriser tout évidemment, c'est pas possible non plus, une sorte aussi d'intuition créative sur les voies qui sont a priori très glissantes et qui vont poser des problèmes environnementaux ou sociaux après. Landia Egal, en tant que créatrice aussi, puisque vous êtes autrice, quel est votre avis sur cette question? Est-ce que j'imagine que vous avez intériorisé pas mal de choses, mais est-ce que au contact d'autres auteurs de projets, est-ce que cette question est bien prise en compte? Cette question, elle est très liée à la formation et à la sensibilisation. C'est-à-dire que de la même façon qu'aujourd'hui, on sait que manger plus de fruits et de légumes est plutôt bio, plutôt locaux de saison, etc., c'est bien. En fait, au fur et à mesure qu'on essaie de vraiment comprendre ce que suppose comme flux physique, comme impact environnementaux, tout ce qu'on fait en fait, et qu'on commence à le mesurer une fois. Après, la fois suivante, on sait très bien que si on écrit un scénario, que le héros arrive en hélicoptère, il vaut mieux, plutôt que de filmer une demi-heure d'hélicoptère et après le héros qui rentre en disant c'était super, il vaut mieux filmer juste le héros qui rentre en disant c'était super ce voyage en hélicoptère et puis pas avoir l'hélicoptère. Donc ça c'est en fait, et puis plus on progresse en fait dans notre compréhension de ces enjeux-là, et plus les choix de design, d'écriture, etc. sont faciles à faire et assez évidents, et il n'y a pas forcément besoin de mesurer option A et option B la plupart du temps pour savoir qu'il y en a une qui va quand même être plus problématique que l'autre. Donc en fait, l'éco-conception, elle vient beaucoup aussi de sa propre formation. Donc ça, c'est après on peut être accompagné pour ça et tout, mais voilà. Et après, c'est vrai que là, on parle énormément de mesures et assez peu de valeur, de finalité, mais le cœur du sujet, enfin nous, la raison pour laquelle on mesure, c'est parce qu'on cherche à objectiver la valeur de ces expériences immersives au regard de leurs impacts environnementaux, mais potentiellement aussi sociaux, sanitaires, en termes de résilience. Est-ce que si ça tombe en panne, enfin il y a plein d'autres impacts d'accessibilité, d'inclusivité, etc. Mais nous, pour l'instant, on se concentre sur la partie environnementale qui est pas assez creusée. Et donc en fait, parce que on voit bien que quand on commence, moi j'ai commencé un petit exercice sur un Word à titre personnel, de lister tous les arguments que je pouvais entendre à droite à gauche dans les rapports, dans les discussions, pour ou contre les technologies immersives, le métaverse, par rapport à ces différents risques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on voit d'un côté des arguments qui sont basés sur des consensus scientifiques. Il faut il faut diviser par 2 nos émissions à l'échelle globale pour espérer rester un monde à pas plus de degrés de réchauffement en moins de 10 ans. Donc ça oblige à réduire à l'échelle mondiale notre consommation d'énergie de façon très 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 significative. Aujourd'hui, l'impact carbone du numérique, il a tendance à doubler tous les 10 ans. Donc la dynamique en fait aujourd'hui qui est du numérique n'est pas du tout dans une dynamique de sobriété ou de réduction de ses émissions. Donc la question, c'est pas tellement aussi de faire un métaverse ou des expériences immersives éco-responsables, sachant qu'en plus on a tendance à faire des budgets de plus en plus gros. Le CNC a vu l'évolution du budget moyen en fait des œuvres qui explose, et on en fait de plus en plus. Donc de toute façon, avec cet effet rebond là, les émissions du secteur elles augmentent. Mais du coup la question, c'est même pas tellement d'éco-concevoir pour essayer de les faire augmenter moins vite, c'est d'essayer de se poser la question de en quoi ces technologies et les usages qu'on développe vont permettre de réduire l'impact du numérique et éventuellement de tous les autres secteurs de l'économie, parce que si c'est pas le cas, en fait, on n'est toujours pas dans la bonne dynamique par rapport aux enjeux qui sont face à nous. Et on voit en fait autour de ça qu'il y a des espèces il y a quelque chose presque du l'ordre c'est lié aux imaginaires, mais presque de l'ordre de la croyance, où remettre en question ces innovations technologiques, c'est presque du blasphème en fait dans certains milieux. C'est vraiment pas politiquement correct. Et en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est aussi l'idée d'un monde où il n'y a pas cette innovation technologique constante, rapide,
presque incontrôlée, c'est un monde sans magie, c'est un monde sans merveilleux, c'est un monde sans échappatoire, face à une réalité qui est aussi assez angoissante. Et du coup, il y a plein de gens qui ont pas du tout envie d'imaginer que ça puisse se freiner ou s'arrêter. Et là, on n'est plus sur des questions qui sont psychologiques, qui sont liées aux récits, aux imaginaires avec lesquels on a grandi, parfois en environnement urbain, derrière des écrans un peu coupés d'autres formes de merveilleux, en fait. Et là, on confronte des visions de à quoi peut ressembler un avenir désirable qui ne sont pas les mêmes. Et donc, cet aspect-là, il est hyper intéressant. Mais en fait, du coup, l'idée de mesurer, c'est d'essayer de se dire, au moins, on arrive à avoir des données un peu précises sur ce dont on parle en termes d'impact environnementaux au regard des limites planétaires. Et puis après, on va essayer d'objectiver la valeur et aussi ce qui vient avec ces usages, parce qu'il y a plein d'usages malveillants ou des choses qui ne vont pas dans le sens de plus de bonheur et de relations plus apaisées au sein de la société. Donc voilà, c'est essayer d'objectiver un petit peu tout ça pour prendre un petit peu un peu de recul par rapport à ces croyances, en fait, et voilà, être plus dans la science. Patrick Bergeau pour pouvoir c'est mesurer pour objectiver par rapport aux autres impacts, parce qu'effectivement, certes, il y a une course en avant, mais on voit aussi qu'il y a des bénéfices évidents en termes de diffusion, de toucher des gens qu'on n'aurait pas pu toucher. Enfin, je vais juste prendre un exemple. Récemment, on a fait une visite à distance de la conciergerie à des enfants qui étaient dans des hôpitaux, qui étaient dans des bulles. On n'aurait pas pu le faire sans le numérique. Alors après, comment ça se mesure effectivement par rapport à la consommation ? Nous, c'est la question qu'on se pose. Voilà. C'est pour ça qu'on va avoir des données pour pouvoir répondre. Pareil, on a touché, on a fait visiter 10 monuments à 700 Malaisiens, donc ils étaient chez eux. Donc nous avons consommé de la bande passante. Bon, s'ils étaient venus, qu'est-ce qui serait passé ? Alors, il y a toute une série de questions auxquelles aujourd'hui, on n'est pas en mesure de comparer par rapport à l'impact au niveau de diffusion. Ça, c'est super au niveau de diffusion. Je veux dire, se poser la question de la responsabilité environnementale pour des technologies immersives, c'est une bonne question. De se dire, il y a une course en avant, on augmente toujours les débits, il faut acheter de nouveaux matériels, c'est d'excellentes questions. Et nous, ce qu'on cherche, c'est justement avoir des réponses pour justement pouvoir répondre et faire des choix, effectivement, en se disant, ça, on n'a peut-être pas effectivement besoin de le faire. Ça, on a peut-être exactement le même impact en termes de diffusion. Il y a une autre expérimentation qu'on va faire dans le cadre de l'incubateur du patrimoine avec une société qui s'appelle Tamanoir. Ils vont développer une expérience immersive sonore. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est le constat de dire, la VR c'est super, mais il faut des casques, les images et tout. Puis finalement, en termes d'immersivité, est-ce que vous arrivez vraiment à vous y croire ? Alors qu'en termes d'immersion sonore, on arrive à faire des choses très très saisissantes, qui marchent très bien, qui peuvent se diffuser très facilement et avec une empreinte qui est infiniment plus basse. Et là aussi, c'est aussi une expérimentation où on va mesurer aussi, parce que là aussi, il y a la mesure de la satisfaction, on va dire la satisfaction des visiteurs, de l'impact auprès des visiteurs, je vais plutôt parler comme ça, et aussi l'empreinte environnementale. Et on va se rendre compte certainement qu'on arrive à des résultats similaires avec une empreinte infiniment plus faible. Et ça, je ne sais pas encore. C'est justement tout l'objet de ce qu'on va faire cette année au CMN. Jérôme David, et même question pour Florian Guillanton. Est-ce que on peut rêver d'un avenir low-tech finalement, avec de nouvelles façons d'envisager les choses d'un point de vue purement technologique ? Oui, je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour dire faire du low-tech, mais on en rêve tous en fait. Pouvoir faire des choses, supprimer les frontières. Donc, tout ce que le numérique a apporté quand même depuis maintenant une trentaine d'années quand même, c'est une tendance lourde. Quand on regarde le développement des systèmes, ça a été complètement anarchique, où on est d'abord, avant tout, on regarde aujourd'hui, et c'est toujours la mentalité des gens qui développent ces secteurs-là, même s'il y a une prise de conscience qui se met en place depuis peut-être 2 ans maintenant seulement. C'est d'abord la performance du numérique avant de considérer la performance environnementale des systèmes. Moi, je pense qu'il faut complètement inverser cette tendance. Et après, la première chose qu'on gagne, c'est ce qu'on ne dépense pas, quoi. Donc, ce qu'on arrive à économiser, c'est de la sobriété, c'est cette démarche-là avant tout. Et la low-tech, ça permet effectivement d'être complètement dans la sobriété. La première démarche, avant de regarder, je mets un caisse de verre, etc., c'est est-ce que pour le même rapport, le même bénéfice, pour mes usagers de visiteurs de musées, est-ce que j'ai ce niveau de satisfaction et comment je réduis mon empreinte environnementale ?
Avant, quand on développait un système numérique, et moi j'étais dans le système pendant une vingtaine d'années, hein, donc je sais de quoi je parle, on a réfléchi, les standards, les gens qui construisent les infrastructures ne pensent au départ qu'à la performance numérique, hein, pas du tout à la performance environnementale. Ça arrive, c'est le dernier sous-groupe de commission qui va regarder à la fin, 2 semaines avant la publication, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'empreinte du système. Non, il faut complètement inverser cette tendance, repartir des bases, garantir de la traçabilité. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que, puisque j'ai la capacité à pouvoir faire ça à travers Zend, c'est de supprimer tous les bouts qui ne sont pas traçables. C'est-à-dire que tout ce que je ne peux pas vérifier, j'essaye de le sortir et le remettre avec des technologies open source, avec des choses. Et dès qu'on peut faire du low-tech, on fait du low-tech. Franchement, moi, j'ai aucun souci avec ça. Florian, un mot sur ce sujet. Peut-être, vous m'aviez parlé des promesses du numérique, peut-être à réinterroger. Je pense que je trouvais la description très bonne de Jérôme là-dessus. Et pour moi, donc l'imaginaire du low-tech, il est vraiment très intéressant, tel que présenté par le Low-Tech Plague, par Phil Biwix et d'autres. Et pour autant, à mon sens, et ça après c'est une croyance personnelle, hein, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je pense pas qu'on va aller que vers du low-tech non plus, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu, comme on a, moi personnellement, une méfiance assez forte dès qu'on parle de high-tech. Je vais pas avoir une méfiance, mais il y a un peu cet imaginaire low-tech de presque de la pauvreté technologique, qui pour moi est pas juste, puisque le low-tech, ça peut englober des systèmes qui sont finalement très complexes et qui impliquent des savoir-faire scientifiques et d'ingénierie qui sont complexes, qui nécessitent de se poser la question de la distribution du savoir, de l'accès à ce savoir, de la question de la fabrication, de l'entretien, etc. Ce qui est bien, c'est que ça remet ces questions-là au cœur de la collectivité, contrairement à dans un système propriétaire où on n'a même pas à se les poser puisque c'est beaucoup trop complexe et que ça échappe à une majorité. Et pour moi, il y a la question, on revient aussi à la question des usages, et ça, j'invente pas du tout la question, mais pour les usages en termes de santé, de culture, ou de découverte, de voyages assez localisés, etc., sur quel levier plus ou moins technologique et intense technologiquement on veut se reposer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les modalités dans lesquelles on se pose ces questions-là, parce que je ne suis pas ingénieur, donc je n'ai pas la réponse technique finale à ça. Par contre, pour moi, la question, c'est pour satisfaire ces usages-là, dont il faut déjà choisir communément s'ils ont un intérêt ou pas pour une société donnée. Derrière, la question, c'est comment est-ce qu'on les met en place et comment est-ce qu'on les maintient aussi, avec une logique d'accès et de réparabilité et d'entretien, puisque c'est ce que disait Landia tout à l'heure. Aujourd'hui, sur les systèmes très complexes, il y a des pressions d'approvisionnement. Ça repose sur des logiques d'exploitation qui sont très très problématiques, ne serait-ce que d'un point de vue moral. On peut parler de morale là-dessus, sans aborder tous les autres sujets. Déjà là-dessus, ça pose des soucis. Et aussi une espèce d'échappée du contrôle des usagers sur les systèmes qu'ils utilisent. Et donc, effectivement, quand on remet ça au centre de la réflexion, de la conception de systèmes complexes ou pas, finalement, pour moi, la question, c'est la même. Les résultats, donc les standards qui en sortent, les technologies qui en sortent, seront complètement différents. Et il y a aussi le sujet qui fâche tout le temps, qu'on a un peu tendance à mettre de côté, mais qui est la question des modèles d'affaires et des logiques. Est-ce qu'on s'inscrit dans des logiques de marché totalement libre ou pas? Est-ce qu'on s'inscrit dans des logiques beaucoup plus contrôlées ou pas? Et en fait, la question économique et de politique économique est très importante là-dedans. Parce qu'on a souvent tendance à détacher l'aspect industriel et l'aspect économique, alors qu'en fait, c'est des dynamiques qui sont très très fortement liées. C'est des mondes qui ont des intérêts assez communs, et on le voit dans l'industrie numérique, mais pas que. Donc voilà, il y a aussi cette question-là sur laquelle c'est pas facile de reprendre la main, d'autant plus collectivement. Mais de se poser ces questions-là, ça impliquera forcément des créations techniques qui n'auront pas du tout la même tête que celles qu'on a aujourd'hui. Et certainement, ça pourrait aussi potentiellement éviter beaucoup de superflus, et de superflus qui génèrent certes une valeur économique, mais se pose la question de comment est-ce qu'elle est répartie, et de superflus qui surtout a d'énormes impacts, donc on disait sanitaires, cognitifs, environnementaux, sociaux, pour des valeurs d'usage finalement assez peu évidentes. Merci.
Landia égale une dernière question, une double dernière question. Quel est votre prochain projet, peut-être, et comment vous l'avez abordé différemment du précédent, s'il y en a un. En tant qu'autrice / productrice, quel conseil vous donneriez à un auteur et ou producteur pour considérer cette question de la responsabilité environnementale dès la conception, dès le début d'un nouveau projet? Il y aurait plein de choses. C'est un débat c'est une discussion qui est hyper riche, qui est passionnante et qu'on peut creuser pendant des heures. Mais du coup, par rapport au prochain projet, moi, l'année 2023, elle va être quand même très occupée par le projet de recherche C'est Pire. Donc, je mets la casquette autrice, réalisatrice, productrice un peu de côté pour être plus dans de la recherche avec mes partenaires de consortium, la coopérative Carbone, Novelab, qui est membre de PXN d'ailleurs. Et après, par rapport à la production et à l'écriture, je vais probablement faire plus du tout ou peu, à moins que ce soit vraiment bien ciblé, de XR. Je vais continuer en fait à travailler sur les nouveaux récits parce que je suis alignée avec tous ceux qui pensent que effectivement pour pouvoir construire un monde qui soit compatible avec les accords de Paris, qui soit plus équitable et dans lequel on soit plus heureux, et plus respectueux du vivant au sens large, il faut commencer par pouvoir l'imaginer. Et là, il y a un énorme chantier et travail à faire. Et la culture a cette responsabilité-là, en tout cas cet engagement à prendre. Donc ça, je pense que plus il y a de gens avec un maximum de diversité et de connaissances de ces enjeux qui s'investissent là-dedans, mieux c'est. Donc du coup, je reste dans le secteur culturel, mais par contre, à destination de plateformes que les utilisateurs, que les spectateurs ont déjà chez eux, pour éviter, comme tu disais Florian, de créer un nouvel usage potentiellement qui s'additionne à d'autres. À moins que d'ici là, avec le projet de recherche, ça paraisse évident que la valeur, parce qu'il y en a, on peut faire preuve de techno-discernement. On travaille avec Hybrid, par exemple. Ils ont vu que sur les patients qui avaient été en réanimation pendant le Covid, la réalité virtuelle permettait effectivement de pouvoir avoir une rééducation plus rapide parce qu'ils ne peuvent pas se lever sous peine de faire avec le risque de faire un AVC, en fait. Mais le fait de pouvoir réapprendre à faire bouger leur avatar, etc. Le truc, c'est que effectivement, il y a des cas dans lesquels il y a effectivement une vraie valeur, mais il faut pas, ça ne doit pas justifier juste parce qu'il y a quelques cas effectivement dans lesquels on voit que ça ne doit pas forcément justifier qu'on fonce tête baissée vers un déploiement massif de technologies qui ont aussi en fait des cas qui sont pas du tout aussi positifs. Dans cette problématique, moi, il y a une image que j'adore dans le bouquin dans la BD de Blin et Jean Covici, qui est Christophe Blin, enfin son personnage, qui est dans sa cuisine, en train d'ouvrir tous les placards qui sont tous vides. Donc ça, c'est vraiment pour la partie matière première, enfin ressources abiotiques. Et puis en même temps, il y a un gros tas de déchets dans son salon. Et donc ça, parmi les déchets, il y a les gaz à effet de serre. Mais on est un petit peu quand même dans ce contexte où on voit les placards qui se vident et les déchets qui s'accumulent. Et du coup, il faut faire des choix qui soient aussi éclairés que possible. Donc pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, et que le fait de faire des expériences en réalité virtuelle ne contribue pas à une adoption massive et au développement d'un usage qui n'irait pas dans le sens de la sobriété numérique, je vais me concentrer sur de la création pour d'autres plateformes. Non, ouais, merci. Patrick Bergeot, comment vous sensibilisez vos alter-ego d'autres institutions sur cette question? On va expérimenter, comme je l'ai dit. Essayer de trouver des réponses aux questions que nous nous posons et puis partager. Voilà. Partager en faisant effectivement avoir les éléments pour pouvoir décider par rapport effectivement à la valeur qu'il y a pour voir effectivement est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est vraiment essayer de trouver des réponses aux questions en expérimentant. C'est vraiment tout le sens de la démarche nous entreprenons aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre des questions éventuellement si dans le public certaines personnes souhaitent interroger nos 4 invités.
Bonjour, moi j'avais une question vis-à-vis des outils. Alors je ne connais pas grand-chose en outils de mesure justement de l'impact. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours, qui vont arriver? Est-ce que ça va être plus facile? Comment vous voyez un peu dans les prochaines années ça, la facilité finalement à mesurer et d'agir sur son impact carbone? Je vais commencer la réponse. Alors au niveau des outils, on peut citer, on est en train de passer d'un monde où on avait des logiciels experts à des logiciels qui sont beaucoup plus ouverts, donc basés sur la science, donc qui permettent d'avoir et de partager à travers la communauté scientifique, mais un peu plus large. Et donc tout le monde peut aujourd'hui aller prendre et installer ces outils pour faire ses propres estimations. Et donc ces outils sont en train de se démocratiser. Donc on a déjà levé un verrou qui date il n'y a pas longtemps. Donc on est parti des logiciels propriétaires à un outil beaucoup plus open source, partagé, qui est une démarche globale qui est là. Donc nous c'est là-dessus qu'on s'appuie et qu'on essaye d'enrichir avec ces éléments-là. Donc ça pour moi c'est la première chose. Et après il faut le rendre disponible pour des non-experts, puisque ça reste quand même un mode expert. Donc le fait de le mettre à disposition à travers des indicateurs, mais il faut que la construction de ces indicateurs, on comprenne bien ce que ça veut dire, parce qu'entre passer d'indicateurs bruts à des indicateurs finaux, il y a aussi des possibilités de greenwashing relativement importantes pour le passage, donc il faut bien expliquer. Et surtout, quand on est se projeter dans le cadre d'applications numériques, pouvoir faire cette mesure de rapport coût environnemental, bénéfice, pour qu'on puisse faire un choix judicieux par rapport à ça, sachant que de toute façon, la première démarche, c'est la sobriété, c'est ça avant tout, et tout ce qu'on sait réduire, on le réduit, voilà. Florian, un complément sur les outils? Ouais, pour donner un exemple, alors évidemment, ça répond exactement à ça, c'est encore limité en termes d'indicateurs pris en compte et d'aspect dynamique de mise à jour de ces indicateurs-là, mais récemment, la mission Eco-Info, donc qui dépend du CNRS, a mis à jour son outil, Ecodiag, pardon, Eco-Index, je vais y arriver, donc mission Eco-Info et outil Eco-Index. Donc qui permet de donc là pour le coup c'est pour les sites internet, donc qui permet de mettre l'adresse d'un site et ensuite d'aller l'outil va effectuer un check en fait, donc selon pas mal d'indices qui sont listés en dessous, donc leur méthodologie elle est accessible, elle est ouverte, et ça déjà ça veut pas dire que c'est automatiquement bien, mais déjà ça augure plutôt des bonnes choses, et ensuite ça donne un résultat, un score sur plusieurs de ces aspects là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très honnêtes sur le fait que c'est pas terminé, que c'est pas complet. Généralement, quand il y a ces indices-là, déjà, on peut faire un petit peu plus confiance. Il y a d'autres outils comme ça. Et en fait, il y en a pas mal qui ont fleuri depuis un an, qui permettent d'analyser le poids. Donc là, en l'occurrence, d'un site web. Dès qu'il s'agit d'analyser, par exemple, un outil métier ou une base de données, là, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, ça nécessite d'avoir des outils qui sont directement installés en fait sur les serveurs qui permettent de mettre à disposition ces services-là. Alors, je ne suis pas forcément fan de leur positionnement sur le sujet, mais je sais que Google, au travers de Lighthouse, sont en train d'essayer de travailler là-dessus, même si, typiquement, le fait qu'ils marquent neutre en carbone depuis 2007 sous leur barre de recherche, moi, ça m'énerve, parce que on sait à quel point la compensation carbone est très limitée, limitante et problématique pour plein de choses. Donc voilà, après il faut savoir trier. En l'occurrence, dans cet outil-là, ils sont en train de le compléter au fur et à mesure. Ils commencent à faire des propositions pour leurs serveurs. Typiquement, un truc intéressant là-dessus, c'est que AWS, ils intègrent aussi maintenant dans leur dashboard un compteur qui fait ça. Ça ne prend pas le scope 3, donc dans les 3 périmètres carbone, qui est en fait les consommations induites par la mise à disposition de ce service. Ils comptent que les périmètres 1 et 2. En fait, sur le numérique, c'est le scope 3 qui est le plus important, il n'est pas compté. Donc il faut faire aussi très attention avec ces outils-là, en fonction de qui ils sont mis. Par qui ils sont mis à disposition, il y a des indicateurs qui vont avoir tendance à être mis un petit peu de côté parce qu'ils ternissent légèrement le tableau. Parfois ils le ternissent à 90%. Là, c'est le cas pour AWS, ils sont un peu fait taper dessus, en tout cas au moins sur LinkedIn il y a quelques semaines à ce sujet. Donc voilà, après faut savoir identifier d'où vient l'outil, et encore une fois, il n'y a pas un outil magique qui permet de dire de manière gratuite et hyper détaillée, voilà, sur à la fois votre site mais aussi toutes les bases de données que vous avez, tous vos outils métiers, en fonction de tout votre matériel, voilà l'empreinte complète. Ça nécessite un travail d'expert qui est effectué par pas mal d'entreprises et de studios, donc certains qui le font sur tous les secteurs, d'autres qui se spécifient sur le numérique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une offre vraiment en France qui se développe là-dessus, qui est assez poussée. Mais voilà, pour mettre un pied dedans, ça peut être intéressant d'aller voir sur
sur Eco-Info, Eco-Index. Pour la partie technologie immersive, là, ça c'est vraiment l'objet de notre boulot et c'est ce sur quoi on travaille. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup on a passé là plusieurs mois sur l'analyse de l'état de l'art et puis à prendre contact avec un petit peu tous les experts numériques responsables pour voir en fait quelles initiatives pouvaient être en cours de leur côté, qu'est-ce qui pouvait être réutilisé dans le cadre de ce travail-là. Et c'est vrai qu'on a quand même du boulot. Normalement, d'ici octobre-novembre l'année prochaine, on commencera à avoir un début d'outil, en tout cas qui sera utilisable par les créateurs et qui sera un petit peu plus précis. Bonjour. Je pense que c'est une question pour Jérôme David. C'est très concret. Est-ce que votre outil de stockage vertueux, votre cloud vertueux, c'est pertinent pour des petites boîtes ou il faut vraiment être la réunion des musées nationaux pour que ça ait un sens ? Alors je vais parler 2 minutes de cette expérimentation qu'on a sur Avignon. Pardon, je vous entends. Le Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux qu'on fait, qui est basé sur un data center qu'on a construit à Avignon à hydrogène vert. Alors je vais en parler. Donc le lieu, déjà, on est dans un tiers-lieu. Donc c'est un lieu culturel qui est à 80 mètres des remparts d'Avignon, dans lequel on a réussi à adosser un système numérique dont sa vocation aussi est aussi de faire vivre le lieu pendant les périodes creuses. Donc on a construit ça et donc ce stockage qui va permettre d'alimenter nos serveurs en 100% ENR est conçu, dimensionné. Donc on fait pas beaucoup, on n'est pas un gros data center, on est petit, on s'adapte à la source renouvelable disponible sur site et on utilise la partie hydrogène qui a un moins bon rendement que de l'électricité produite directement par les panneaux que dans les moments où vous avez 3-4 jours d'absence d'ENR de production. Et dans ce cas-là, on a l'hydrogène qu'on a produit l'été, qu'on peut utiliser l'hiver. Et cet hydrogène, aujourd'hui, faut faire très attention dans le greenwashing, parce que si on met du transport, qu'on transporte l'hydrogène par camion, le bénéfice de l'hydrogène, qui est un bon vecteur de stockage, qui est un choix qu'on a fait depuis pas mal d'années, quand on ne met pas de transport, en fait, on a des empreintes très très limitées. Parce qu'on n'a pas d'électrochimie, c'est très simple comme mécanisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et c'est accessible pour des petites structures. Ah oui, donc c'est ce que je voulais dire. Donc on commercialise, donc on se met dans des tarifications qui sont comparables à ce qu'on peut retrouver chez OVH, chez d'autres hébergeurs en fait. Donc, parce que sinon on est hors marché direct. On a un petit bonus et puis après on s'adapte en fonction du besoin numérique, parce que en fonction d'un site web, l'hébergement d'un site web ou l'hébergement d'une plateforme plus conséquente, on est dans un éventail de services numériques où il y a largement les leviers pour financer tout ça. Donc on va s'adresser à un secteur plutôt économie sociale et solidaire, donc avec une tarification adaptée, jusqu'à des plateformes pour des grosses entreprises pour mettre des systèmes. Donc on travaille pas mal avec des ICC en production, sur la production de contenu en images de synthèse. Aujourd'hui, c'est des fermes de serveurs. Produire un dessin animé en 3D, c'est une équipe de 10 personnes qui travaillent 24/24, c'est 50 minutes par image générée. Il faut voir le travail qui est derrière. Et dès que vous agrandissez le tuyau, en fait, et vous multipliez ce travail-là, et la quantité, la capacité, la ressource informatique que vous mettez derrière, qui est notre face cachée d'iceberg, qu'on ne voit pas quand on fait la production, on ne s'en rend pas compte. Et donc on adresse vraiment... nous, on veut que ce soit accessible à tout le monde, vraiment. Il n'y a pas de... sinon, on ne fait pas ce projet. Ah ouais, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour votre participation à cette table ronde. Merci au public. Et je laisse Annabelle conclure cette première journée. Oh non, je ne conclurai pas, mais en tout cas, un grand merci à vous pour ces témoignages extrêmement précis sur ces enjeux du numérique responsable. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais juste annoncer le programme de demain dans les grandes lignes. Donc, pour celles et ceux qui ont envie de revenir demain, donc on va s'intéresser au tourisme durable demain matin et à la question de l'empreinte de la mobilité des publics dans le contexte des attractions culturelles.
Puis nous allons étudier comment les lieux culturels et patrimoniaux peuvent non seulement contribuer à la sensibilisation, mais aussi et surtout à la préservation de la biodiversité. Puis en début d'après-midi, après une nouvelle capsule de retail culturel avec les coups de cœur du jury international, du jury Pop-Up Store international, on reviendra à des questions de transition écologique et sociale en nous penchant sur la question de la collaboration au sein de réseaux institutionnels. Comment des réseaux peuvent œuvrer ensemble à cette transition. Et nous clôturerons demain avec cette nouvelle tendance des musées-écoles ou des écoles en résidence dans des lieux culturels qui réinventent, même si c'est à petite échelle, mais il y en a de plus en plus qui réinventent le rapport entre le lieu culturel et les élèves. Merci beaucoup, excellente soirée.